Sophia, et on accueille nos invités sur le plateau du 23h. Bonsoir Manas Chirali. Bonsoir. Vous êtes sociologue et politologue spécialisé de l'Iran et auteur de ce livre, le dernier en date, Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. C'est paru aux éditions Les Pérégrines. Et puis, avec nous également, Yoav Toker, journaliste franco-israélien et universitaire. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci d'être là. On l'a vu, les Israéliens qui apparemment n'en ont que faire des menaces du Ayatollah. Vous pensez que c'est sincère ou bien c'est aussi pour mieux résister à cette angoisse permanente qu'ils vivent sur place? Non, je crois que c'est plutôt la posture, à la fois individuelle et accumulée. Ça fait un an qu'Israël et les Israéliens individuellement aussi vivent quelque chose de rarement vu, si vous voulez, et sur l'échelle qui dépasse largement Israël ou le Proche-Orient. Et là, les dernières 2 semaines à peu près, donc, ont donné lieu après des longs mois, des frustrations, et je ne parle même pas du choc du 7 octobre, là, qui est Donc, bien évidemment le triste anniversaire. exactement, dont l'anniversaire s'approche, c'est dans 3 jours. Et là, il y avait un petit peu d'euphorie, peut-être, par rapport à ce qui s'est passé à Beyrouth, surtout il y a 1 semaine, 10 jours, avec l'élimination de Nasrallah et des tant d'autres. En parallèle, il y a donc l'invasion terrestre, et qui, petitement, certes, avait commencé aussi au début de la semaine. Donc, vous voyez, il y a tant d'événements, il y a, dans l'industrie de nouvelles, on dit qu'il y a un cycle d'actualité qui chasse l'autre, qui chasse l'autre. Plus qu'un cycle, on peut parler d'engrenage plutôt. C'est une spirale infernale, on ne peut pas le nommer autrement. Oui, je ne sais pas comment hiérarchiser par rapport à, sur l'échelle des gravités. Qu'est-ce qui est plus grave, si vous voulez, et qu'est-ce qui s'avérera plus grave finalement, puisque l'histoire, elle n'est pas écrite encore. Spirale infernale, Manas Chirali? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il s'est passé quand même quelque chose de très important auquel on ne fait pas assez attention. C'est que, ouvertement, officiellement, la République islamique a légitimé l'attaque terroriste du 7 octobre. Il l'a dit, ce sont les crimes contre l'humanité qui ont eu lieu le 7 octobre de l'année dernière, et le grand criminel iranien, Ali Khamenei, aujourd'hui, il a cautionné, il a légitimé. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires qu'ils ne l'ont jamais été. Et on a en face de dirigeants d'un pays qui cautionne les attaques terroristes, les crimes contre l'humanité. Lui-même, il est criminel contre l'humanité. Et la situation est très claire dans le sens où nous sommes aujourd'hui en face des criminels contre l'humanité, des criminels de guerre, parce que je vous rappelle que la République islamique est impliquée dans la guerre contre l'Ukraine. Et ce sont les drones de la République islamique qui sont en train de tuer et commettre des crimes de guerre en Ukraine. Donc, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, toute idée de négociation avec les dirigeants iraniens, avec les dirigeants de la République islamique, rend les dirigeants des pays libres et démocratiques complices des criminels de guerre, des criminels... Selon vous, ils ont tort d'essayer de négocier? Je pense qu'avec ce qui s'est passé et les prises de position extrêmement claires qu'ils ont depuis par rapport aux événements aussi importants, aussi marquants, toute négociation est criminelle. Pourtant, Joe Biden s'y attelle encore. Il veut convaincre le monde entier qu'il faut négocier, qu'il faut céder, cesser cette escalade. Il faut pas négocier. La diplomatie n'aura plus la chance de sauver quoi que ce soit. Elle existe toujours, la diplomatie. La question est, et les gens se parlent tout le temps, même derrière les formules obscures et même derrière des animosités. Et quand les gens se parlent, ce que M. Biden a essayé de dire il y a quelques heures, c'est que, oui, il continue à œuvrer à ce qu'il y ait une généralisation de la situation des guerres et des hostilités s'étende davantage. Et en cela, je crois que c'est raisonnable, si vous voulez. Même si vous voulez, dans cette espèce de ping-pong meurtrier qui s'est installé entre Israël et l'Iran, par rapport à... Parce que maintenant, on attend une riposte israélienne par rapport à presque 200 missiles et roquettes iraniens qui
dirigé vers Israël il y a 3 jours. Mardi. Donc on attend la riposte pour que celle-ci, donc quoi, Mais ça sera... c'est davantage. Jusqu'où il peut aller Benjamin Netanyahou? Bien sûr, on pense forcément aux installations nucléaires de l'Iran. Est-ce qu'il ira jusqu'à essayer de trouver ces sites qui sont très bien cachés, apparemment mieux que Nasrallah, disséminés à travers le pays? Est-ce que c'est là que Joe Biden se pose aussi ce soir en disant qu'il faut trouver une autre solution que de taper sur les sites nucléaires, mais aussi sur les sites pétroliers? Il n'a pas fait allusion, le président Biden, au site nucléaire. Non, il a fait allusion au site pétrolier, en disant que s'il était à la place d'Israël, il essaierait de trouver des alternatives à un ciblage de sites à caractère pétrolier. Et non, je crois qu'au moment actuel où nous nous trouvons, et il est rationnel, mais le rôle du rationnel au Proche-Orient est à prendre avec certaines garanties, et sans certaines garanties plutôt. Et je crois que le gouvernement Netanyahou optera pas pour quelque chose qui serait, disons, plus haut sur l'échelle ou dans la panoplie des cibles possibles, du fait qu'Israël soit occupé maintenant au sud de Hamas. Avec le Hamas, c'est pas terminé. Le Liban terrestre et le Liban pas terrestre, avec des menaces qui arrivent de la part du Yémen et qui ne sont pas terminées. Et même les États-Unis qui ont frappé les Houthis au Yémen également. Absolument, absolument. Ouais, les Israéliens l'ont fait il y a quelques jours, il y a les Américains et les Britanniques qui l'ont fait aujourd'hui. Donc, et si vous voulez, je ne crois pas que l'intérêt du gouvernement israélien, l'intérêt actuel, est de cibler, si vous voulez, des façons maximales. Votre avis, Mana Chirali, sur le... bien sûr, le nucléaire, je le répète, est encore dans toutes les têtes. Est-ce que vous imaginez une seconde que ça peut être une cible? On ne sait toujours pas où ils en sont de l'arme nucléaire, les Iraniens. Je pense que personne ne sait, à part les dirigeants iraniens eux-mêmes. Mais le problème, c'est que nous savons une chose. Plus on donne le temps aux dirigeants iraniens, plus ils s'approchent à la bombe atomique. Et le jour où les dirigeants iraniens... On parle de quoi? De quelques semaines, de quelques mois, d'une année? En tout cas, le temps nous est compté. Le temps est compté pour les dirigeants des pays libres et démocratiques. Et je pense que si les dirigeants des pays démocratiques laissent les dirigeants de la République islamique accéder à la bombe atomique, ils doivent répondre, les Européens, les démocrates, doivent répondre à leur propre peuple. Parce que la République islamique atomique n'est pas seulement un danger pour les Israéliens, n'est pas seulement un danger pour le peuple iranien, c'est un danger pour la planète entière. C'est en ce sens-là que je dis, la négociation avec les mollahs leur donne le temps nécessaire de se doter de la bombe atomique. C'est en cela que les négociations aujourd'hui avec les dirigeants, avec les ayatollahs iraniens, est criminelle. Pas seulement pour les comment négocier avec le président iranien, alors, puisqu'il n'a pas vraiment de pouvoir sur place? Le président iranien est une marionnette à consommation externe, parce que les Iraniens savent pertinemment qu'il n'a aucun pouvoir, qu'il ait un pouvoir de façade et qu'il ne peut même pas décider de sort de voile en Iran. Il n'a aucun pouvoir, mais seulement pour donner le change à la communauté internationale pour dire qu'en Iran, il y a un semblable démocratie, qu'il y a les modérés qui sont au pouvoir, tout simplement pour acheter du temps pour accéder à la bombe atomique. Et si aujourd'hui, la communauté internationale ne réagit pas, si aujourd'hui on n'arrête pas les dirigeants iraniens, demain ça sera trop tard. Donc l'ayatollah qui était contre l'accès à la bombe atomique dans les années 2010, il l'avait en tout cas assuré aux autorités compétentes. Aujourd'hui, il est prêt au basculement. Je suis pas sûr qu'il était contre. Il y avait de la rhétorique qui disait que d'après l'islam, d'ailleurs... Sur le papier, j'entends. Justement. Et là, je crois que les buts donc d'éliminer la capacité militaire nucléaire iranienne reste au top de la liste à la fois d'Israël et de certaines capitales occidentales. Parce que les gens comprennent ce que vous avez dit sur les dangers potentiels, pas uniquement pour Israël, d'une capacité nucléaire militaire entre les mains de ces régimes. Après, ce que j'ai pas compris,
si c'est pas si c'est pas le leader suprême, si c'est pas le président qu'on nous dit en Occident récemment élu, là, qui n'est pas véritablement celui qui prend les décisions parce qu'il y a le leader suprême, qui donc a le pouvoir décisionnel? C'est le gardien de la République? Non, c'est le leader suprême. C'est Ali Khamenei, celui qui a dit aujourd'hui que les attaques du 7 octobre étaient tout à fait légitimes. C'est celui qui a tout le pouvoir en Iran, 90% de pouvoir est entre ses mains. Ce vieux monsieur de 80 ans, c'est lui qui décide. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de point de vue de communication, il a fait quand même un bon scoop parce que il a montré qu'il n'avait peur de personne. Il a parlé en arabe, il s'est adressé à ses proxys. C'était pour montrer qu'il soutient toujours Hashd el-Shaabi, il soutient toujours le Hezbollah, il soutient toujours le Hamas. Donc, qu'il prévoit la fin de l'État d'Israël. Absolument, il continue à menacer les Israéliens alors que il a... menacer les Israéliens, c'est-à-dire de prévoir dans la perspective la disparition de l'État d'Israël. C'est quand même dans la communauté internationale tourmentée qui est la nôtre, c'est quand même un fait rare. Je vais dire qu'un chef d'État menace un autre État de disparition. Je pense que la République islamique est le seul régime au monde qui se permet de menacer un autre pays et de lui promettre sa disparition. Et puis, on le disait, nous sommes à l'approche de ce sombre anniversaire, celui des attaques terroristes du Hamas le 7 octobre. Bien sûr, ce sera des éditions spéciales à suivre dès le dimanche soir sur France Info. Comment on va bien sûr s'intéresser à Gaza à présent, puisque le 7 octobre, c'était il y a tout juste un an. Comment vivent les populations dans le désastre de Gaza, paysage ravagé et une population déplacée en errance et souvent affamée. Elle dépend essentiellement du programme alimentaire. Reportage de Maryse Burgot avec Soufiane Yassine et Maël Benoliel. Les ruines de Gaza. 2/3 des bâtiments détruits ou endommagés. Plus de 41 000 morts selon le Hamas. Nous avons entrepris de raconter les conditions de vie dans ce désastre et de donner un visage à certaines de ces victimes civiles. Tala, 10 ans. Je suis palestinienne et je vis dans la ville de Gaza. Les Gazaouis l'appellent désormais la fillette au roller. Tuée lors d'une frappe. Elle venait de supplier ses parents de sortir quelques minutes pour justement faire du roller. Des parents éplorés et une chambre d'enfant désormais vide. J'ai vu ces rollers. Maintenant, il y a du sang dessus. C'était la seule chose que je pouvais apercevoir dans la poussière et les débris. J'ai su que c'était le corps de Tala. Elle aimait tout. Ce qu'elle aimait le plus, c'est l'école. Elle voulait étudier. Elle n'était pas comme certains enfants. Elle me disait « Maman, maman, je veux retourner à l'école ». Les enfants des voisins étaient là, eux aussi. Ils allaient sortir du couloir de l'immeuble avec Tala au moment de la frappe. À cause du souffle, Tala a été projetée jusque-là et sa tête a heurté le sol. Un autre visage, celui de la petite Rim, 4 mois. Il ne lui reste plus que sa grand-mère. Son père, sa mère, ses 8 frères et sœurs ont été tués lors d'une frappe. Comment faire revenir sa mère, son père, tous les siens? 12 personnes tuées en une seconde. Des enfants qui avaient 1, 2, 5 ans. Frappés alors qu'ils étaient en train de dîner. Des petits innocents. Ils ne peuvent pas être des combattants. Voici ce bébé juste après la frappe il y a 1 mois. Une petite miraculée, retrouvée vivante par les voisins. La petite était dans sa chambre. Après l'explosion, un corps s'est retrouvé là et elle a été projetée ici.
C'est mon fils qui l'a retrouvé protégé par Dieu et une porte. Israël explique avoir pilonné ce quartier est de Khan Younes parce que des hommes du Hamas s'y cachaient. La vieille dame assure que le père de cette orpheline n'était pas un combattant. Voici donc l'un des lieux où les civils fuyant les frappes ont échoué. Poussés jusque sur le sable des plages, dans le sud de l'enclave. La lessive à l'eau salée, la couture pour assembler des tentes de fortune et la débrouille pour allumer un feu. J'ai du tissu, du carton et j'ai aussi une réserve de plastique. Avec ses 3 enfants, Raya vient de Betlaïa, dans le nord de l'enclave. Comme toutes ses autres familles, elle a déménagé plusieurs fois en un an, une errance sans fin. On a eu une frappe sur Rafah, alors on est retourné à Alder. Et après, on est allé à Braj Hamad. On n'a presque rien avec nous, que ce que vous voyez là. Je n'ai même pas de matelas sur le sol et que des couvertures en guise de toit. Avec l'hiver qui approche et les tempêtes, c'est aussi la peur de l'eau qui domine. Cet hiver, tout va être sans dessus-dessous. L'eau va monter et tout noyer, alors que tout est déjà cassé, que l'on dort sur le sol et qu'on n'a pas d'autres vêtements. Ce père de famille dit avoir dû mendier pour la première fois de sa vie pour nourrir ses enfants à ses yeux. C'est une terrible humiliation. Il n'y a plus aucun endroit où être en sécurité. J'ai peur des Israéliens et de la mer qui va nous atteindre. Et on ne peut aller nulle part ailleurs. Je n'ai pas assez d'argent pour bouger d'ici. Il faut 120 € rien que pour le transport. Je n'ai pas cet argent. Pendant ce temps, les parents de Tala, l'enfant au roller, sont restés chez eux dans leur maison à Gaza City. Ils refusent de s'éloigner de l'endroit où elle est inhumée. Voilà, terribles images, hein, Manas Shirali, forcément. Les Gazaouis plongés dans l'horreur depuis le sanglant massacre du Hamas et l'enlèvement des otages israéliens. On ne voit pas la fin à Gaza. Vous avez parfaitement raison de dire qu'on ne voit pas la fin. Je voulais rajouter aussi que la douleur d'un parent qui perd son enfant ne connaît pas le côté, que ce soit du côté israélien, que ce soit du côté palestinien, c'est la même douleur, c'est vraiment inacceptable. Et pour moi, le véritable responsable de ce carnage, de cette guerre inutile qui est en train de se passer, ce sont les dirigeants de la République islamique qui ont attisé ce conflit, qui ont instrumentalisé le conflit israélo-palestinien depuis 45 ans. Et pour moi, ce sont les véritables responsables que la paix ne voit pas le jour dans cette région et que ça va continuer, cette guerre. Et je terminerai par vous dire que tant que les ayatollahs sont là, tant qu'ils sont au pouvoir, la région ne verra pas la couleur de la paix. C'est votre avis, Yoav Tucker? Je trouve que c'est une observation grave. Je crois qu'en suivant les décennies, on ne peut pas ne pas donner raison à une partie de ce que vous venez de décrire. Je crois que derrière les intérêts cyniques et dangereux de la République islamique, il y a aussi des problèmes de fond. Je crois qu'il y a une détresse du peuple palestinien, par exemple, qui n'est pas imaginaire et qui n'est pas simplement un outil entre les mains des ayatollahs à Téhéran ou d'autres hommes et femmes politiques qui exploitent, si vous voulez, cette douleur-là et cette détresse palestinienne pour des fins qui n'ont peut-être pas grand-chose à faire avec le bien-être de Palestiniens. Mais je crois qu'il y a des problèmes. Après, entre le problème et les essais des côtés et de d'autres d'avancer et effectivement l'exploitation cynique et méthodique des Iraniens à travers les proxies maintenant un peu partout, il y a effectivement un élément majeur. Et il est possible d'imaginer qu'un Iran affaibli, Hezbollah
grandement affaibli, les milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie et en Yémen affaiblies, on aura effectivement davantage des chances de s'attaquer à là où on peut vraiment faire du bien à la région. Absolument. C'est pourquoi j'ai dit les dirigeants iraniens ont instrumentalisé un conflit déjà existant et des problèmes déjà existants. Merci à tous les deux, Manaz Shirali, sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran. On rappelle le titre de votre livre, Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Pérégrine. Et Yoav Docker, journaliste franco-israélien et universitaire. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info.